Santiago qui va commencer cette présentation. Bonjour à tous. Alors, qui dit BIM, maquette numérique, la plupart du temps, ces derniers jours, la question qui vient à l'esprit de la plupart des gens que nous rencontrons est celle-ci. Sera-t-elle obligatoire au 1er janvier 2016 2017. Attends, excusez-nous, juste de quoi passer. La solution de l'air. Juste un petit problème technique de démarrage. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Sera-t-elle obligatoire au 1er janvier 2017 ? Eh bien, non. Les pouvoirs publics ont fait un choix qui est un choix incitatif, favorisant la transition numérique en limitant les contraintes. Le but étant de favoriser, par exemple, le dépôt des permis de construire. Tous ceux présentés en maquette numérique seront, eux, prioritaires dans le cas du traitement des dossiers. Néanmoins, que constate-t-on en France ? Que la demande du marché, elle est croissante. Pour mémoire, sachez qu'entre 2013 et 2015, alors que la prise de conscience n'était pas celle que l'on connaît aujourd'hui, on a assisté à une augmentation de 30% de marché en BIM, de demandes émanant en quelque sorte des maîtres d'ouvrage, des bailleurs sociaux. Alors pour quelle raison ? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi, alors que ce n'est pas obligatoire, cherchent-ils véritablement à avoir des projets en maquette numérique ? Eh bien parce que disposant d'un avatar numérique, contenant un grand nombre de données, ces maîtres d'ouvrage, pour gérer leur patrimoine, vont pouvoir exploiter, extraire ces données et ainsi optimiser la gestion de leur patrimoine. La maquette numérique sert aussi à de nombreuses choses, à la simulation multi-échelle, cette fois-ci pour répondre aux contraintes réglementaires. On sait qu'aujourd'hui, sur un plan environnemental, sur un plan des performances thermiques, il y a de nombreuses demandes. Eh bien, la maquette numérique a l'avantage de pouvoir nous permettre des simulations pour répondre à ces contraintes. Par exemple, on va prendre un produit, donc un objet qui lui va contenir un certain nombre de propriétés, que l'on va pouvoir estimer, l'intégrer dans un ouvrage, cet ouvrage, l'intégrer dans un environnement, par exemple un quartier, et ce quartier dans une ville, et ainsi faire une simulation multi-échelle qui va permettre de pouvoir, de ce fait, eh bien, évaluer la performance du projet. Mais qui dit propriété, eh bien, se pose un grand nombre de questions. Et sur ce sujet, Paul a de nombreuses choses à nous dire. Alors, ces objets, plus exactement, qui ont été évoqués il y a quelques instants par Santiago, ce sont des objets qui vont être porteurs d'intelligence. Et une des manières d'exprimer cette intelligence, c'est que les propriétés vont être associées à ces objets, de sorte que ces propriétés puissent être utiles à tous les acteurs intervenant dans l'acte de construction. Ces propriétés ensuite vont être utilisées à l'intérieur d'une structure particulière de BIM qu'on appelle des modèles d'objets, et plus particulièrement des modèles d'objets génériques. Ces modèles d'objets génériques, par exemple un mur, un mur est une représentation d'un modèle d'objet générique, et bien ce mur va avoir un contenu d'un certain nombre de propriétés dont on va vous parler dans quelques minutes. Alors on pourrait se dire aussi, à ce stade, puisque la France a travaillé sur la liste de propriétés, on pourrait se dire pourquoi s'embêter, pourquoi chaque pays aurait à s'embêter à lister des propriétés, puisqu'on a un standard dans BIM qui s'appelle ISC, et on pourrait se dire tout simplement c'est les propriétés qui sont dans l'ISC qui vont pouvoir être utilisées par tous les acteurs. Alors la situation est un petit peu plus compliquée que cela, et c'est ce slide qui est présenté ici, dans lequel on va retrouver deux types d'informations. En haut, on va retrouver une information par rapport aux caractéristiques thermiques définies dans les ISC. Et en fait, on s'aperçoit que les ISC vont décrire les propriétés d'une manière très générale et de toute manière insuffisamment précise par rapport à la pratique de chacun des pays. Dans le deuxième cas, le rectangle qui est dans la partie basse du slide, on a une caractéristique acoustique, et là,
les ISC en fait renvoient à des codes nationaux. Donc l'objectif va être au niveau national de créer des propriétés qui vont être harmonisées et suffisamment détaillées pour pouvoir être exploitées par les différents acteurs de la construction. Je te repasse la parole, Santiago. Oui, et effectivement, quand on parle des différents acteurs de la construction, on constate une chose, c'est que tous les acteurs de la construction n'ont pas forcément les mêmes besoins. Puisqu'on parle de propriété, de données, effectivement, quand vous regardez par exemple un avant-projet sommaire, un APS, à ce stade-là, les informations ne sont pas aussi détaillées que dans la phase étude et exécution. De ce fait, il est important de pouvoir, en préparation de la structuration de ces données, de cerner les besoins des uns et des autres et de réfléchir à la façon de pouvoir répondre à l'ensemble des acteurs de la construction sur cette ligne temporelle que l'on voit ici et qui décrit les étapes de construction. Et sur ce plan, il y a eu tout un travail qui a été mené dans l'expérimentation d'un mur BIM. Et là, Paul, sur ce travail, peut restituer ses travaux. Alors, ce travail... Merci. Ce travail d'expérimentation, il a été mené par le CERIB à la demande de la Fédération de l'industrie du béton, en amont du début des travaux du plan de transition national, du plan de transition numérique pour le bâtiment. Alors cette expérimentation, elle a débuté dans une première phase par un test d'un référentiel technique. Le test du référentiel technique qu'on a mené, c'est un test sur le DTU, donc document technique unifié, maçonnerie. Et on en a fait une lecture destinée à lister, dans cette première approche, un certain nombre de propriétés qui sont exprimées dans ce DTU maçonnerie. Et en complément de cette liste, de déterminer, toujours en première approche, quels étaient les acteurs concernés. C'est ce que vous retrouvez dans ce tableau. On s'aperçoit, dit d'une autre manière, ce que vient de dire Santiago, eh bien on s'aperçoit que tous les acteurs de la construction, évidemment, ne sont pas intéressés par les mêmes propriétés, alors qu'il s'agit d'un ouvrage commun pour tous les acteurs, en l'occurrence ici un mur maçonné, et qu'un certain nombre de propriétés vont concerner l'industriel fabriquant les produits et le metteur en œuvre. D'autres propriétés vont concerner, par exemple, le bureau d'études acoustiques ou l'architecte. Donc, on a affaire à un ensemble de besoins auxquels il va falloir répondre. Alors, on va y répondre par la liste de propriétés et de modèles d'objets génériques, en ayant en tête le fait que ces propriétés et ces modèles d'objets génériques, ils doivent évidemment être utiles aux acteurs de la construction. Ils ont été listés sur ce slide, et on a pour objectif évidemment de déterminer les propriétés qui vont être utiles à tel ou tel acteur, et on prend conscience du fait que tous les acteurs de la construction sont concernés, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre ou autres intervenants. Et, ce n'est pas le moindre, le fabricant de produits industriels concerné par l'ouvrage qui va être construit. Et en allant même plus loin, on a réussi à déterminer que chez un industriel, on a un ensemble de métiers, par exemple un bureau d'études, un prescripteur, un commercial, on a un service marketing, on a un service informatique, on a un service logistique chez cet industriel, et chacun des métiers chez cet industriel va être concerné de près ou de loin par BIM, les propriétés et les modèles d'objets génériques, mais va avoir à les traiter selon son propre métier. Effectivement, et à ce stade, nous nous sommes livrés à une expérimentation pour vérifier les outils permettant de contenir déjà ces propriétés. On part du logiciel métier, les catalogues produits et systèmes intégrés dans le cadre de ces logiciels métiers. On constate une chose, c'est que ces catalogues matériaux sont riches, sont bien fournis, mais pas assez spécifiques. Ils sont généralistes, ils sont sommaires néanmoins,
est peu spécifique par rapport aux véritables propriétés du produit, quand on rentre dans le cœur de celui-ci. Alors, à titre de comparaison, c'est un peu ces catalogues qui ont l'avantage d'être intégrés dans les logiciels métiers, ces catalogues de matériaux. C'est en quelque sorte un peu, à titre de comparaison, comme si on avait un croquis, mais on a besoin d'une image haute définition. Cette image haute définition, ses propriétés très précises et définies, eh bien, c'est à l'industriel de pouvoir les produire et les renseigner. On pourrait utiliser la formule « qui mieux qu'un industriel peut décrire son produit ?» Eh bien, la question est posée, elle est entière et la réalité est bien là dans notre expérimentation. On constate aussi une chose, c'est que maintenant que l'on a compris qu'il est important d'avoir des propriétés produits qui vont venir caractériser et être utiles aux acteurs de la construction, donc un produit ou un ouvrage, la question qui se pose, c'est d'où va-t-on extraire ces propriétés? Et on constate à travers ce slide que vous voyez, l'avantage de l'industrie du béton, c'est que dans un souci de qualité, celle-ci est très normalisée et très structurée, très encadrée sur ce plan-là. Il existe de nombreux référentiels normatifs que vous voyez au travers des normes, des TTU, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Pour ce qui concerne déjà cette expérimentation uniquement Murbin, il y en a d'autres, mais pour l'expérimentation Murbin, il y a ces données. Donc, une fois ces données extraites, il faut en faire quelque chose. Pour les mettre à disposition de la plupart des acteurs, dans l'expérimentation que nous avons effectuée, nous avons été stocker ces données sur un site dédié, un site de data contenant des données spécifiques de produits et systèmes pour la construction. Une fois ces données étant intégrées dans cette base de données ici, il est possible d'aller, avec des plugins ou des outils spécifiques, des liens, récupérer ces données et les renvoyer dans l'objet. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment structurer ces données? Alors, ces propriétés et ces données, elles sont établies à partir des référentiels techniques dont vient de vous parler Santiago. Et dans l'expérimentation Murbin dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous avons menée à la fin de l'année dernière à la demande de la Fédération de l'industrie du béton, nous avons été amenés, c'est ce que vous retrouvez sur la première ligne de ce tableau, nous avons été amenés à lister ces propriétés. Alors, autant vous dire que ces propriétés, elles sont nombreuses lorsqu'on s'intéresse à un mur de maçonnerie. Dans cette expérimentation, le premier travail a permis de lister 42 propriétés. Alors, vous imaginez bien que dans la suite de cette expérimentation, on a voulu simplifier un petit peu les choses pour pouvoir avancer sur d'autres thématiques dans la même expérimentation. Et donc, on a réduit un petit peu le champ de ces propriétés. On a, dans un deuxième temps, mis de côté un certain nombre de propriétés liées plutôt au chaînage verticaux ou chaînage horizontaux, donc armature, béton de remplissage, et on s'est focalisé sur la partie maçonnerie, et plus particulièrement les éléments de maçonnerie. Alors, cette liste de propriétés, elle a été réduite de 42 à 23, c'est les 23 propriétés que vous voyez listées ici. Alors, parmi ces propriétés, on va retrouver des propriétés, on va dire, un peu traditionnelles des produits préfabriqués en béton, c'est-à-dire des propriétés qui vont être de près ou de loin liées à la mécanique, à la résistance mécanique de l'ouvrage, mais pas seulement. On va avoir également d'autres propriétés qui vont permettre à l'ouvrage de respecter la réglementation thermique, la réglementation acoustique, de mettre en avant les qualités environnementales des solutions techniques à travers des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou encore de déterminer est-ce que la solution technique est sous marque NF ou pas. On a sélectionné sur la partie que vous voyez sous forme représentée par un rectangle rouge les éléments mécaniques
la résistance mécanique. Cette résistance mécanique dans un ouvrage de maçonnerie, elle va être traitée par plusieurs propriétés. Elle va être traitée par le résultat de la résistance à la compression, par exemple horizontale, la résistance à la compression verticale. Donc l'ensemble de ces propriétés que vous voyez sur la liste, la première ligne en haut, eh bien, elle constitue en quelque sorte un mini-dictionnaire. C'est le premier dictionnaire qu'on a établi de notre industrie du béton dans le cadre de cette expérimentation. Alors, ce qui est, d'ailleurs, Paul, si tu me permets, très regardé par de nombreux autres acteurs de la construction. Ce qui est tout à fait intéressant et ce qui a été très regardé, c'est vrai, puisque ça a été une expérimentation qui a été utilisée, entre autres dans le plan de transition numérique du bâtiment et par aussi l'IMCC, un organisme des fabricants de produits industriels. Alors, pour compléter et terminer les commentaires sur ce slide, on a en haut une liste de 23 propriétés, qui est une espèce d'ébauche de dictionnaire. Et puis en bas, associé à chacune de ces propriétés, on va retrouver des caractéristiques liées au modèle d'objet générique dont j'ai parlé tout à l'heure. On a sélectionné 4 modèles d'objets génériques. On a sélectionné un mur de bloc creux, un mur de bloc de parement, un mur de bloc de coffrage et un mur de bloc plein. Donc, c'est les 4 lignes que vous voyez entourées en rouge, cette fois-ci dans le sens horizontal. Et donc, à chacune de ces 23 propriétés, nous avons renseigné en tant que besoin, parce que certaines propriétés ne s'appliquent pas à certains modèles d'objets génériques. Donc, dans ce cas-là, la propriété, évidemment, n'est pas renseignée. Mais on a donc, en tant que besoin, et lorsque c'est possible, on a associé une valeur à une caractéristique, donc à chacune des propriétés listées. Et donc là, on obtient dans ce cas-là, en quelque sorte, le prémisse d'un e-catalogue. Tout à fait, ces données structurées de la sorte, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les propos sur la question où stocke-t-on ces données pour qu'elles soient accessibles aux acteurs de la construction, et une fois cette structure faite, elle est exportée sur un site de données, comme celui-ci. Vous voyez, on retrouve effectivement les 4 lignes de produits sur cette partie-ci. Je vais vous faire défiler les caractéristiques, les 23 caractéristiques dont Paul a parlé concernant un bloc de maçonnerie de granulat courant, où on voit déjà, vous voyez, un descriptif. On trouve les valeurs liées à l'acoustique pour un bloc de granulat creux, qui serait très différent, bien sûr, si c'était un bloc plein en termes de performance. Voyons ici la partie thermique. Si cela avait été un bloc de granulat léger, il y aurait des valeurs utiles aussi et très spécifiques pour un bureau d'études thermiques. Ici, nous voyons aussi les performances à la résistance au feu du produit. Et ici, d'autres caractéristiques que Paul vient d'évoquer d'ailleurs dans sa description présentée. Ceci ayant été exporté vers un site, ici, dans le cadre de l'expérimentation d'ACBIM, pour être stocké et à la disposition des acteurs de la construction, il est possible, par un simple clic, après avoir sélectionné ce bloc, de télécharger ou d'importer directement dans un logiciel métier ces données, directement donc dans un mur de référence dans un logiciel métier. Chose que nous avons fait dans l'expérimentation. L'import a été fait, et vous voyez, donc ici il s'agit d'un mur maçonné, mur de maçonnerie dans lequel l'ensemble des propriétés décrites et structurées préalablement ont été intégrées instantanément. Voilà donc une expérimentation qui montre tout l'intérêt de produire de la donnée, de la mettre à disposition, afin qu'elle soit exploitable facilement, surtout en amont des projets. Autre intérêt de cette expérimentation, en complément de ce que vient d'indiquer Santiago, c'est-à-dire sur le fait de pouvoir mettre à disposition sur une plateforme de données l'ensemble de cette intelligence. Deuxième exploitation qui a été réalisée de ces travaux exploratoires du CERIB pour la fédération, c'est le fait de pouvoir mettre à disposition, dans le cadre de la constitution d'un dictionnaire national, tout ou partie de ces données-là. C'est ce qui a été réalisé au cours de cet été, puisque
les travaux pilotés dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment. Ces travaux ont permis d'établir le début de création d'un dictionnaire national, BIM, donc national français, BIM, contenant les propriétés des ouvrages d'une manière générale, des ouvrages en béton, mais pas seulement, des ouvrages dans d'autres matériaux. Et l'extrait qui est présenté ici sur le slide, c'est en fait des exemples de propriétés PP-BIM, donc propriétés des produits dans le BIM. Et donc, c'est un extrait qui présente les données qui ont été proposées par le CIRIP et acceptées autour des caractéristiques mécaniques des blocs de béton. Donc on va retrouver la résistance à la compression verticale, on va retrouver les groupes d'éléments de maçonnerie tels qu'on les retrouve indiqués dans l'Eurocode 6. Donc tout un ensemble de propriétés. Il n'y a pas les 23 parce que les travaux sont aujourd'hui partagés par un certain nombre de filières, évidemment, et donc on était limité dans le nombre de propriétés proposées et acceptées au niveau national. En tout cas, vous voyez ici une application pratique validée dans le cadre du projet de dictionnaire français des propriétés qui avaient été établies précédemment dans notre expérimentation. Alors cette expérimentation, elle a été menée à bien. Elle permet de déboucher aussi pour le CIRIB sur une montée en compétences, puisque c'est clair que dans le domaine de BIM, c'est l'ensemble des acteurs de la construction qui doivent monter en compétences. Quand je parle de l'ensemble des acteurs de construction, c'est ceux de la construction, c'est ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, et en particulier, évidemment, les industriels fabricants des produits. Le CIRIB met à ce sujet-là à disposition des industriels de notre filière un ensemble de formations qui ont pour objectif de leur permettre de devenir des acteurs de BIM qui soient des interlocuteurs valables à terme pour les autres acteurs de la construction et qui permettent d'avoir un langage et des échanges avec les autres acteurs de la construction autour de la thématique de BIM. C'est une offre de formation qui se décline aujourd'hui sous 5 formats différents, depuis une formation, on va dire, de type initiation, jusqu'à des formations plus complètes en lien avec des éditeurs de logiciels pour utiliser des logiciels métiers de modélisation d'éléments pour les maquettes numériques. Nous en avons terminé pour cette présentation. On a encore un petit peu de temps, on doit avoir encore une dizaine de minutes, je me retourne vers Sophie, on a encore une dizaine de minutes, on nous fait 5 avec la main. On va vous solliciter pour savoir si vous avez des questions plus particulières, complémentaires par rapport à ce qui a été évoqué ici. Est-ce que tu l'as? Alors, on a Oscar. J'ai du mal à Est-ce que lire. les propriétés sont ou seront normalisées? Exemple, ISO. Est-ce que les propriétés sont ou seront normalisées? Alors, les propriétés sont normalisées en ce que, aujourd'hui, les propriétés qui sont proposées dans le dictionnaire français, le dictionnaire PP-BIM, sont des propriétés qui, pour être validées, être effectivement saisies numériquement dans le dictionnaire, doivent pouvoir faire référence à un référentiel technique accepté par la profession. Je m'explique. Par exemple, lorsqu'on va vouloir proposer une propriété résistance mécanique, ce qui va être demandé, c'est de pouvoir justifier que cette résistance mécanique, elle est établie, par exemple, conformément à une norme européenne d'essai qui va déterminer la manière dont on va procéder à la résistance mécanique. Je prends un autre exemple qui est dans un tout autre domaine, comme vous allez le voir. Dans le domaine de l'environnement, notre industrie est une industrie qui, depuis de très nombreuses années,
a déclenché a demandé aux CERIF de réaliser des études dans le domaine des qualités environnementales et sanitaires, eh bien ces caractéristiques de qualité environnementale et sanitaire font référence à une norme européenne, et la liste des propriétés dans le domaine de l'environnement et dans le domaine sanitaire fait référence à cette norme européenne. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans la logique de valider des propriétés qui sont référencées, qui sont en lien avec un référentiel technique existant quelque part, et plus particulièrement au niveau européen. Une autre question pour Adriano. Hein. Voilà, les propriétés seront-elles compatibles avec les logiciels de calcul de structure? Oui, dans la mesure où effectivement elles sont remplies de manière spécifique et non pas de manière généraliste. À partir du moment où effectivement on écrit ces propriétés, on les structure pour qu'elles soient exploitées, l'industriel qui va lui extraire ces propriétés, structurer ces propriétés, va les structurer de manière à ce qu'ils puissent être lus et exploités par un logiciel, entre autres, de calcul. C'est là dans le tableau que nous avions vu tout à l'heure, l'expression des besoins, cette expression qui, elle, est différente en fonction de la phase d'avancement d'un chantier. Je vais compléter, si Santiago me permet, en donnant un exemple sur les logiciels de calcul. Lorsqu'il s'agit d'un calcul, par exemple, de tenue mécanique, eh bien, les propriétés qui vont être listées dans le dictionnaire, ce sont des propriétés qu'on va retrouver quelque part, par exemple, dans les eurocodes. Donc, à partir du moment où le logiciel de calcul est conforme à l'eurocode, ce logiciel, il va pouvoir utiliser en entrée des données dans la bibliothèque, en référence à la bibliothèque. Pourquoi? Parce que ces propriétés qui sont dans la bibliothèque sont elles aussi référencées aux mêmes eurocodes. Donc il y a un lien très direct entre la pertinence de la propriété selon l'eurocode et la pertinence du logiciel de calcul selon l'eurocode. Tout doit être cohérent. D'ailleurs, dans la démonstration que tu as faite tout à l'heure, Paul, sur le bloc béton, on voyait qu'il répondait à un référentiel normatif, par exemple un B40, qui était traduit ensuite dans une valeur de 4 MPa, mais aussi traduit, par exemple, en valeur 3 pour de l'Eurocode 6. Voilà. Donc, au logiciel de pouvoir venir prendre dans le bon champ, d'où l'importance de la structuration, dans le bon champ, cette valeur. Alors, une autre question que nous transmet Sophie. Est-il possible d'avoir accès à ces propriétés introduites dans le dictionnaire? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, la réponse est... Allez, on va être honnête, la réponse est non. Pourquoi? Parce que on est en phase, à l'intérieur du plan de transition numérique du bâtiment, on est en phase de constitution du dictionnaire. Donc, ces propriétés, ces exemples que je vous ai donnés de propriétés qui ont été validées dans le dictionnaire sont des propriétés qui ont été saisies et qui ont été introduites dans le dictionnaire, mais le dictionnaire aujourd'hui il est très incomplet. Donc le dictionnaire listera des propriétés qui vont être accessibles lorsqu'il aura très probablement une densité suffisante. Pour autant, les travaux qui ont commencé cet été, qui vont se continuer sous un autre format, mais qui vont se continuer d'une manière complémentaire au cours de l'année 2017, pour autant, ces propriétés, on les connaît. Donc, on est en situation aujourd'hui de pouvoir néanmoins conseiller sur les propriétés pertinentes pour caractériser tel ou tel produit ou telle partie d'ouvrage, hein, puisqu'on dispose quand même de l'information de quelles propriétés ont été introduites. Donc, c'est un peu aussi la difficulté dans BIM, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'évolution, de montée en compétences, de constitution d'un certain nombre de bases de données. Tout n'est pas finalisé. On en est même un petit peu loin, mais on est en phase je dirais, vraiment d'avancement et en accélérant les choses. Effectivement, c'est une phase de transition. Il y a un plan de transition numérique qui est établi et la question fait appel effectivement à cette phase de transition sur cet aspect spécifique.
Est-ce que peut-être on va laisser Sophie conclure? Merci pour votre Merci attention. pour votre attention. Je réapparais. Écoutez, je tiens juste à remercier Paul et Santiago pour cette présentation. Vous allez retrouver là sur le slide leurs coordonnées, mail et donc le numéro de téléphone du CERIB. N'hésitez pas à revenir vers eux si vous avez des points un petit peu plus spécifiques à aborder. Et je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous rappelle que vous pouvez visionner et revisionner cette webconférence sur notre chaîne Wadikeo. Donc c'est wadikeo.fr/chaîne/CERIB. Et je vous donne rendez-vous dès à présent pour notre troisième webinaire le 13 décembre prochain. Nous allons traiter du comportement au feu des ouvrages avec Christophe Tessier, donc directeur du centre d'essai au feu du CERIB. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.